Le sujet du tutoriel d'aujourd'hui concerne pas moins de 2 personnes sur 3. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment inverser les ravages que cause le sucre, que ce soit dans le cas du prédiabète, du diabète de type 2 et des neuropathies qui y sont associées en ayant recours à des recettes d'une efficacité redoutable et que vous trouverez essentiellement dans les livres 50 recettes au levain de gingembre ou 70 recettes probiotiques pour un microbiote. Au top, c'est aussi l'occasion d'apprendre à combiner différentes préparations fermentées pour arriver à faire des recettes qui sont absolument époustouflantes sur le plan gustatif et thérapeutique. Et ça nous permettra aussi de tordre le cou à quelques fausses idées sur le sucre, la glycémie, sur le diabète. On peut tout à fait être diabétique et ne pas manger 1 gramme de sucre. Il faut bien faire la distinction entre ce que le corps fabrique ou permet de fabriquer et puis notre consommation qui peut être tout à fait exemplaire. Il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau de notre microbiote intestinal, au niveau de nos reins, qui font que nos niveaux de glycémie soient élevés malgré nous. D'ailleurs, il peut y avoir beaucoup de symptômes qui sont liés à une hyperglycémie. Je vais vous en énumérer certains, et puis vous allez voir si vous vous reconnaissez. Premièrement, une digestion lente et laborieuse, avec des nausées, des ballonnements inconfortables et une alternance de constipation et de diarrhée. Une vision qui se brouille soudainement et qui double. Des vertiges et des chutes de tension au lever, accompagnées de palpitations inquiétantes. Une perte de sensibilité insidieuse, notamment au niveau des pieds, des mains et des jambes, avec des douleurs vives, des inexpliquées, et puis des engourdissements ou des crampes. Ça encore, ça peut être le sucre. Des problèmes urinaires embarrassants, par exemple quand on se lève plusieurs fois la nuit, ou alors qu'on fait de l'incontinence, ou lorsqu'on va uriner et qu'on a l'impression qu'on ne vide pas la vessie. Lorsqu'on a des troubles de l'érection chez l'homme, troubles de l'excitation chez la femme, une peau qui ne transpire plus, qui devient anormalement sèche et qui se fissure, le syndrome du canal carpien, et aussi des douleurs inexpliquées dans le thorax, au niveau du plexus et au niveau de l'abdomen. Aussi au niveau des lombaires. On n'a pas parlé tout à l'heure, par exemple, des rétinopathies, du genre des mélades, genre rétinite, ou alors des néphropathies, c'est-à-dire les maladies qui touchent les reins. Tous ces symptômes, aussi variés soient-ils, indiquent que le sucre fait ses ravages, et notamment au niveau du système nerveux. Le sucre ronge les terminaisons nerveuses. Alors nous allons réaliser ensemble un fabuleux dessert au goût sucré, mais qui fait baisser de façon significative la glycémie. Donc vous avez bien entendu, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas forcément parce qu'il y a du sucre que il y aura pic glycémique ou alors ravage des sucres, notamment parce qu'on va utiliser beaucoup d'antioxydants, on va utiliser la fermentation, on va utiliser des inhibiteurs d'enzymes, tout ça pour jouer justement sur le foie qui peut faire du glucose, sur les intestins, le microbiote intestinal et certaines souches qui fabriquent des enzymes qui augmentent l'absorption de sucre, sur le pancréas qui lui fabrique plus ou moins d'insuline ou plus ou moins de glucagon ou plus ou moins de certaines enzymes qui modifient les taux de sucre, sur les reins qui ne font pas forcément bien leur travail. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on va agir pour faire baisser la glycémie globale ou pour empêcher le corps d'absorber le sucre des aliments. Comme dans cette recette, on va utiliser les doses thérapeutiques pour chaque ingrédient. Je vous recommande, surtout si vous êtes déjà sous traitement antidiabétique ou si vous êtes sous un traitement contre une neuropathie telle qu'on l'a décrite avant, de faire bien attention parce que là, cette recette-là va faire baisser significativement la glycémie. Vous risquez de vous retrouver en hypoglycémie. Faites attention, vérifiez votre glycémie. C'est parti pour la réalisation de notre fond de tarte, qui est déjà une formulation extrêmement active avec des ingrédients très simples, mais extrêmement pertinents. Vous retrouverez la recette de la tartelette à la page 166 du livre 70 recettes pour un microbiote au top. Pour les fonds de tartelette hypoglycémiques, on va avoir besoin de 100 g d'amandes trempées, 100 g de noix de cajou trempées pareil. Je fais aussi tremper les arachides. On va avoir aussi besoin de 50 g de fenugrec. Et les fans de graines germées la connaissent bien. C'est une aromatique très importante. C'est vraiment la clé de voûte de notre fond de tarte ici.
Lorsque vous mettez donc 50 grammes, là j'avais mis 50 grammes de poudre de fenugrec là-dedans et j'ai mis de l'eau tiède. Et voyez ce que ça donne. Ça donne quelque chose de gélatineux. Et je vais vous expliquer dans quelques instants quelles sont les propriétés de chacun de ces ingrédients qui sont très importants. Je ne les ai pas choisis au hasard. Je vais mettre 100 grammes de chaque. Comme je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas des graines qu'on a pris au hasard. Elles ont toutes quelque chose en commun, outre le fait, bien sûr, qu'elles sont riches en fibres, qui sont très importantes pour le microbiote intestinal. Certaines bactéries ont absolument besoin de certaines fibres. C'est leur nourriture de prédilection, mais parfois c'est leur nourriture exclusive. Ce qui explique des fois que, par exemple, les régimes FODMAP soient un problème parce qu'elles affament ces souches probiotiques dont on a absolument besoin pour lutter contre l'hyperglycémie. Donc à ce moment-là, il vaut mieux faire autrement. Et là, on va mettre une bonne quantité de notre fenugrec. Alors vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de compact, un gel. Donc ça va servir d'agent de texture pour notre fond de tarte. Mais ce qui est extraordinaire dans ce fenugrec, en réalité, c'est que le gel que vous voyez là, issu de cette graine, qui n'a rien à voir avec le mucilage qu'on trouve au niveau du chia ou du lin. C'est une autre type de fibre qu'on appelle les galactomananes, 50% de ces graines, et elles sont super importantes parce que ces fibres permettent de ralentir drastiquement la vidange gastrique, c'est-à-dire de ralentir le temps que passe notre bol alimentaire dans les acides de l'estomac, ce qui fait qu'il y a une meilleure dégradation des sucres et une meilleure gestion de ces sucres par la suite. Donc c'est très important d'avoir des fibres qui fassent ce travail-là. Et d'autre part, ces fibres vont servir plus tard à d'autres bactéries lorsqu'elles vont transiter soit dans l'intestin grêle, soit dans la dernière partie du côlon, où elles vont rencontrer des bactéries qui vont s'en nourrir et produire à partir de cela du butyrate. Donc très important. Donc on a mis tout ça dans un mixeur, on va mixer jusqu'à ce que ça fasse des grains gros comme des grains de couscous, quoi. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de confiture de dattes. Alors, la confiture de dattes, c'est vraiment génial. C'est une vraie alternative au miel. Quand on n'a pas de miel, par exemple, on peut vraiment utiliser ça. Et l'avantage par rapport au miel, c'est que ça a des vertus supplémentaires. Coton en plus, beaucoup moins cher. Et pour le microbiote intestinal, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus pertinent. Juste un petit supplément à propos des dattes fermentées, parce que j'ai peur que vous disiez mais les dattes c'est sucré, donc sucre égale pic glycémique. En fait non, les dattes sont très connues dans la lutte contre le diabète. En fait, ce qui fait que les dattes luttent contre la glycémie, c'est qu'elles sont tellement riches en polyphénol qui neutralisent justement l'absorption du glucose, qu'en fait, la quantité de sucre qu'elle a est quasiment insignifiante et ne provoque pas de pic glycémique. Et d'autre part, lorsqu'elle est fermentée, les polyphénols sont 40% plus biodisponibles, donc on a une action qui est très largement augmentée. Donc c'est le secret en fait des dattes, et notamment des dattes fermentées ici, telles qu'on l'a fait à partir de la recette du livre. Donc voilà, je voulais ouvrir cette petite parenthèse pour que vous ne vous posiez pas la question, que ça ne vous perturbe pas pendant le cours de la vidéo. On reprend. Donc je vais juste huiler le fond des moules à tarte. Voilà, pour que ce soit plus facile à démouler. Voilà. Donc, dans les études, la dose thérapeutique pour le fenugrec, entre 5 et 10 grammes. Donc, moi, j'ai pris la fourchette très haute, puisqu'on a mis 50 grammes. Vous voyez la quantité de mucilage de fenugrec que ça donne. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fenugrec, c'est qu'il possède 2 principes actifs super importants. L'un d'eux s'appelle la 4-hydroxyisoleucine. Notez simplement que cette hydroxyisoleucine est un acide aminé rare, qui a la particularité de se lier
aux récepteurs des cellules bêta du pancréas, donc les cellules bêta pancréatiques, celles qui justement sont chargées de fabriquer l'insuline. Mais fait très intéressant, ces hydroxyisoleucines ne rentrent en œuvre qu'en présence de glucose. Très intéressant, ça évite aussi que le pancréas rentre en épuisement, ce qui arrive souvent aux personnes qui sont soit diabétiques, soit prédiabétiques. Ils le sont par épuisement du pancréas et pas uniquement parce qu'il y a une résistance à l'insuline. D'autre part, cette hydroxyisoleucine est insulino-sensibilisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va être parfaite en cas de résistance à l'insuline parce qu'elle va améliorer la sensibilité des récepteurs à l'insuline, notamment au niveau des cellules des muscles. Donc, ce qui va résulter en un tonus musculaire augmenté et une glycémie sanguine donc qui va chuter. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre une bonne cuillère à soupe de graines, là, par moule, et puis on va former les fonds de tarte. Alors bien sûr, tout le monde connaît les bénéfices des graines oléagineuses, notamment en cas d'hyperglycémie, tout le monde connaît ça. Mais ce qui est bien ici, c'est que notamment les fibres vont permettre de ralentir, elles aussi, la vidange gastrique. Le bol alimentaire est dépourvu d'excès de glucose lorsqu'il arrive dans l'intestin grêle, et notamment lorsqu'il arrive dans la dernière partie de l'intestin grêle qui s'appelle l'iléone, l'endroit même où est absorbé le glucose directement par le sang. Alors pour former les fonds de tarte, on prend une cuillère et puis on les met bien au fond là comme ça et on essaye de faire un fond de tarte qui est homogène. Alors moi je l'aime bien les faire bien épais. Voilà. Même pas 2 minutes quoi d'en faire un. Voilà. Alors l'avantage d'avoir des fibres comme celles qu'on a dans cette recette, c'est que les fibres ne sont pas toutes consommées par les mêmes souches probiotiques. Donc les fibres qu'on a là, ici, et notamment les galactomananes du fenugrec, nourrissent un certain type de probiotiques qu'on appelle les probiotiques butyrigènes. Il n'y en a pas beaucoup. Ça représente 1% de l'ensemble du microbiote intestinal. Que ce soit le microbiote donc iléal, le microbiote de l'iléone, la dernière partie de l'intestin grêle, et la partie descendante du côlon, où les fibres vont être consommées par des souches qui sont butyrigènes, c'est-à-dire qui fabriquent du butyrate. Alors le butyrate, c'est quand même très important. On a parlé tout à l'heure du fait que ça participe à réduire la porosité intestinale. Quand il y a porosité intestinale, il y a absorption massive de sucre, massive de glucose, il n'y a rien pour l'arrêter. Donc ça fait une autre chose, c'est que ça remplace de façon très optimale le glucose. On peut avoir grâce au butyrate un super carburant. Tenez-vous bien, une molécule de butyrate peut produire entre 10 à 12 molécules d'ATP. Et vous connaissez, l'ATP c'est la source énergétique des cellules, qui est fabriquée dans les mitochondries. Alors que une molécule de glucose va fabriquer 2, 3, allez, grand maximum 4 molécules d'ATP. Donc il y a un rendement là qui peut être jusqu'à 6 fois supérieur et qui nourrit particulièrement les cellules de l'intestin. Donc plus on a de butyrate, plus nos intestins, plus les cellules de notre intestin vont être nourries bien fortes et vont pouvoir lutter justement contre le stress oxydatif. Il y a vraiment un gros bénéfice à avoir un maximum de fibres qui vont nourrir ces probiotiques. Ce ne sont pas des probiotiques que l'on acquiert par la nourriture. Vous voyez les probiotiques qu'on a là dans nos lactofermentations ou dans les fermentations le vin de gingembre, les fermentations qui sont faites avec la levure Saccharomyces cerevisiae, ne produisent pas ces souches. Ces souches, on les acquiert dans notre environnement pour la plupart du temps. Et elles sont à protéger, elles sont à nourrir, particulièrement parce qu'elles sont très
sensibles. Lorsqu'elles n'ont pas de quoi manger, par exemple lorsqu'on fait un régime FODMAP, ça les affame complètement, donc elles disparaissent. Et tenez-vous bien, il suffit de 2 jours d'antibiotiques pour les éradiquer complètement. Donc vous voyez la fragilité que ça représente et la difficulté qu'il y a à réensemencer ces bactéries. Donc on parle de Faecalibacterium, de Rosburgia, de Clostridium butyricum. Voilà, ce sont ces bactéries-là qui produisent du butyrate et dont on a absolument besoin. Pour en avoir un maximum, eh ben, il faut que leur nourriture exclusive privilégiée existe en abondance, sinon on se retrouve dans une bascule qui mène à des dysbioses encore plus difficiles, où il est encore plus difficile par la suite de réintroduire certains aliments. Enfin, c'est un cercle vicieux dans lequel il est après difficile de sortir. Donc, butyrate, voilà, ou l'acide butyrique, c'est un acide gras très 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 important, notamment dans le rééquilibrage. Il faut les nourrir, ces bactéries. Ce qui va leur permettre de fabriquer aussi du mucus. Ce qui est très important lorsque, bien sûr, il y a porosité ou lorsqu'il y a dysbiose. Et d'autre part, dans ces graines oléagineuses, il y a quelque chose qu'elles ont en commun. Elles contiennent du resveratrol. Alors j'espère que vous savez tous ce que c'est, parce que c'est un antioxydant, un polyphénol majeur, très 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 important. On ne peut pas s'en passer si on veut faire de la rémission diabète par exemple, c'est-à-dire inverser la course du diabète chez une personne. C'est un polyphénol, c'est en fait un antioxydant très puissant. En fait, on dit de lui même que après l'acide alpha-lipoïque, c'est l'antioxydant le plus puissant pour et dans l'organisme. Et donc, dans cette recette, j'ai cherché à inclure un maximum de resveratrol pour cet effet-là. Donc, il y en a dans les oléagineuses, dans les graines qu'on vient de mettre. Il y en a aussi dans les myrtilles, en bonne quantité, des myrtilles fermentées qu'on va utiliser tout à l'heure. Le resveratrol, ça c'est diriger des protéines, des enzymes, des antioxydants et des probiotiques. Et tout ça en harmonie. Le resveratrol dans le contrôle de la glycémie, premièrement, ça sert à faire une modulation des différentes souches et un équilibre des différentes souches de notre microbiote intestinal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça le fait selon notre signature biologique. Il n'y a pas deux microbiotes qui se ressemblent, c'est comme les empreintes digitales, nous sommes tous différents, et le resveratrol sait faire pour nous une sélection de certaines souches probiotiques par rapport aux autres, pour que nous soyons nous-mêmes, que nous ayons notre propre microbiote. Voilà, et ça, il y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres substances, il n'y a pas d'autres antioxydants qui sait le faire aussi bien que lui. Par exemple, le resveratrol, ça mobilise certaines protéines. Il y en a une en particulier qui est intéressante, elle s'appelle la SIRT1, S-I-R-T-1. Et cette protéine, en fait, lorsqu'elle est libérée, elle sert, en fait, à imposer au foie d'arrêter de fabriquer du glucose. Parce que vous savez que votre foie, à partir des protéines des muscles et à partir des graisses, il peut fabriquer du glucose. Donc en fait, sans que vous en ayez mangé, vous pouvez avoir un pic glycémique qui est élevé. C'est ce qui arrive aux gens, par exemple, qui ont une glycémie à jeun élevée. C'est pas parce qu'ils ont mangé du sucre, c'est pas à cause du sucre de la veille, c'est simplement parce que le foie sait fabriquer et se met parfois à dysfonctionner et à fabriquer de façon excessive du sucre pour le matin, pour nous réveiller le matin. Alors on a une glycémie qui monte à au-dessus de 150, 180, voire 200, etc. Tout simplement parce que le foie s'emballe et il fabrique. Avec du resveratrol, le foie cesse de surproduire du glucose. Et quand ça ne suffit pas, le resveratrol sait mobiliser, il sait envoyer une autre substance, une enzyme cette fois-ci qu'on appelle l'AMPK. C'est la protéine kinase. Retenez tout simplement que c'est celle qui permet cette fois-ci, lorsque le foie s'emballe et qu'il n'obéit pas
à la protéine, eh bien, la protéine kinase lui permet de se mettre carrément à l'arrêt. Il stoppe totalement sa production de glucose. C'est exactement ce qu'on cherche à faire lorsqu'on donne à des personnes de la metformine, par exemple. Alors, le resveratrol, il fait encore autre chose, il va plus loin, il ne s'arrête pas uniquement au fait de commander les uns et les autres, les protéines, les antioxydants, etc. Il va aller plus loin, il va agir même à l'intérieur des cellules. Alors c'est un fait très intéressant. On parle souvent de résistance à l'insuline, mais parfois l'insuline est bien produite, en bonne quantité, elle arrive bien au récepteur, elle se colle au récepteur, mais le problème chez certains diabétiques ou chez certaines personnes, surtout dans le prédiabète ou le diabète de type 2, dans cette vidéo on ne parle pas du type 1, eh bien les serrures des récepteurs sont bloqués, et d'autre part, il y a normalement des transporteurs de glucose qui sont cachés quelque part à l'intérieur de la cellule, qui sont censés venir réceptionner le glucose pour l'emmener dans les mitochondries. Mais ceux-ci sont fainéants et ils sont endormis. Alors, le resveratrol, lui, il est comme un serrurier, il sait dégripper toutes les serrures, toutes les portes cellulaires, et il va aller dans la cellule, aller réveiller ce qu'on appelle les GLUT4, c'est-à-dire les transporteurs de glucose, qui vont se présenter donc aux portes là où l'insuline présente le glucose, et ils vont le transporter dans les mitochondries. Donc, vous voyez, le resveratrol va jusque-là, jusqu'à l'intérieur même des cellules. Alors, le resveratrol, ça fait encore quelque chose de très très important au niveau du microbiote, et c'est absolument indispensable que vous le sachiez si vous avez un cas de dysbiose, de porosité, une mycie, voilà, quel que soit le problème intestinal que vous avez et qu'il est d'ordre inflammatoire, sachez ceci. Donc, pour vous expliquer, les bactéries sont classées en deux familles. On a les bonnes et les mauvaises. En gros, c'est plus compliqué que ça, mais bon, on va s'arrêter là. Les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises ont ceci de particulier, c'est qu'elles ont un corps lipidique qui est un mélange de sucre complexe et de lipides complexes, qu'on appelle le LPS, le lipopolysaccharide. Chaque fois qu'une de ces bactéries meurt, ou qu'elle se reproduit, elle va libérer dans le corps du LPS. Le problème du LPS, c'est qu'il est hautement toxique. Il suffit d'un nanogramme de LPS par millilitre de sang pour déclencher une tempête immunitaire et une tempête inflammatoire. Donc 1 milliardième de gramme. Donc surtout si vous êtes en dysbiose et que vous avez une population bactérienne qui prend le dessus, alors sachez que chaque fois qu'il y a des crises, des douleurs, que voilà, on n'arrive pas on vit plié en deux tellement on a mal, sachez que ça vient de cela. LPS, souvenez-vous de ça. Le problème du LPS, c'est que c'est hautement toxique, ça va se diffuser partout dans le corps, parce que ça passe dans la circulation sanguine, et il n'y a pas de molécule qui arrive à avoir le dessus sur le LPS, sauf le resveratrol. Dès qu'il y a dysbiose, on ne peut pas rétablir ou refaire un rééquilibrage si on n'a pas recours à ce genre d'aliments fonctionnels comme le resveratrol, qui va non seulement équilibrer les souches entre elles, mais qui va neutraliser les toxines libérées par ces bactéries pathogènes lorsqu'elles vont être éliminées. Donc vous avez vu tout ce que le resveratrol sait faire, c'est pour ça que on en a mis une quantité assez importante dans cette recette. Si vous savez que vous êtes en dysbiose ou quoi, regardez dans la description, il y a un lien vers du resveratrol. Et sinon, appelez. Appelez pour prendre rendez-vous, pour avoir des conseils personnalisés sur tout. Donc on va passer maintenant à la garniture. On a des carottes fermentées au levain de gingembre. On a des myrtilles lacto-fermentées.
On a de la crufiture de date au levain de gingembre, du levain de gingembre, et puis il nous faut juste un peu de jus de levain de gingembre. Tous ces ingrédients-là, ils sont tous hypoglycémiants. On a à peu près 4 cuillères à café de cannelle. J'ai choisi de la chicorée. Je vais expliquer en quoi elle est hypoglycémique. Donc de la chicorée, je l'ai pris de la chicorée torréfiée en grains, quoi. Il nous reste un petit peu de fenugrec gélifié, de gel de fenugrec qu'on va utiliser partiellement tout à l'heure. Et puis enfin, du cacao. Donc je vais commencer par faire le cacao avec lequel on va napper les fonds de tarte. Et puis on va faire un petit peu de décoration, on va en mettre au-dessus parce que sinon on n'en aura pas assez. Il nous faut une certaine quantité quand même pour que les principes actifs atteignent les doses thérapeutiques. Donc là, on prend une cuillère à café bien bombée par tarte, par fond de tarte, voilà. Et pour diluer cela, on va prendre du jus de levain de gingembre. Alors on va expliquer pourquoi. Hein. Tout à l'heure, le levain de gingembre, ça permet de potentialiser, c'est-à-dire d'augmenter les effets des principes actifs avec lesquels elles sont associées. Donc je vais en mettre suffisamment pour avoir quelque chose de relativement épais, pas trop liquide. Le cacao, il a lui aussi des propriétés antidiabétiques qui sont vraiment très utiles. On va le laisser reposer. Il va s'épaissir un petit peu. Le cacao contient de l'épicatéchine, un des flavonoïdes les plus étudiés, donc on n'a pas besoin d'en prouver l'efficacité sur la glycémie et son effet aussi sur la sécrétion de l'insuline. Le cacao, ça contient aussi des polyphénols comme la quercétine, la naringénine, la lutéoline, l'apigénine, tout ça, ça contribue aux effets antioxydants, anti-inflammatoires. Ce qui est bien avec le cacao, contrairement peut-être à d'autres, hein, c'est que ces effets sont observables à très petite quantité. C'est-à-dire qu'entre 200 et 1000 mg de flavonol, on a déjà des effets qui sont très très pertinents sur la glycémie. Cette touche de cacao dans la tartelette va vraiment sublimer le goût des carottes hein, avec lequel il est associé. Ça se marie harmonieusement parfaitement. Donc ça, vous allez voir, c'est assez attirant en termes de goût. On va passer maintenant au reste de la garniture. Donc, je vais commencer par les carottes fermentées au levain de gingembre. Voilà. Donc si vous voyez, ça pétille encore. Hein. Je vais éviter de prendre du jus, bien que je ne puisse pas les enlever complètement. Hein. Voilà, mais j'en prends à peu près par fond de tarte une cuillère à soupe, quoi. Une bonne cuillère à soupe bien bombée. Hein. Alors il y a une chose qu'on connaît peu à propos des carottes, c'est qu'elles, outre les caroténoïdes, elles ont des composés bioactifs qu'on appelle le falcarinol et le falcarindiol. Ce sont deux principes actifs qui sont hypoglycémants, qui sont bien étudiés aussi. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline et ils permettent aussi d'augmenter l'absorption du glucose par les cellules. Alors quand on dit les cellules, on parle des cellules des muscles du squelette. On ne parle pas du cœur qui est aussi un muscle. Hein. Voilà, donc les muscles du squelette, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de nous mouvoir et de tenir debout. Et en plus, la fermentation, ça permet d'augmenter les vitamines du groupe B, les vitamines K de 30%, donc c'est pas négligeable non plus. Le bêta-carotène augmente de 15%. Et les carottes fermentées comme ça ont un indice glycémique 2 fois plus bas que les carottes crues. Pour être tout à fait franc, je n'ai pas trouvé l'information sur la dose thérapeutique des carottes dans le cadre du diabète, du prédiabète ou alors des neuropathies diabétiques. Mais ce que j'ai fait, je me suis basé sur la dose thérapeutique que donnent les études à propos de la rectocolite ou alors du cancer du côlon. Hein, et voilà, dans ces cas-là, la dose thérapeutique, c'était à peu près 40 grammes. Donc c'est largement ce qu'on a mis à peu près là. Voilà.
Voilà, donc au moment où je vous parle, j'ai le cacao là qui diffuse son parfum. Ça commence à être intéressant et puis c'est plus épais que tout à l'heure. Quand on aura fini, ce sera parfait. C'est tout pétillant encore. Je vais mettre des myrtilles lacto-fermentées, donc ça fait pas mal de temps qu'elles sont fermentées. Elles sont restées bien fermes. J'ai fait une lacto-fermentation, miel, sel et un peu de gingembre qui a pris la couleur des myrtilles. Donc je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. C'est pareil par tartelette. Voilà. Puis le reste, ce sera pour faire joli. Goûter un peu la sauce. C'est vraiment parfait, c'est excellent. C'est très très bon. Alors, je poursuis avec le levain de gingembre en fait. Et là, pour ce coup-ci, je vais prendre une autre petite cuillère. Je ne vais prendre que le gingembre. Je vais éviter de mettre trop de... Et je vais en mettre à peu près une bonne cuillère à café par tartelette. Voilà. Hop, cible. Voilà. Je vais passer aux dattes fermentées. Et la crufiture de dattes au levain de gingembre, ça reste bien sucré au goût. Autant carottes fermentées que myrtilles fermentées sont très parfumées, mais peu sucrées. Et puis je vais rajouter à peu près 4 cuillères à café, c'est pareil, de fenugrec. Ça fera la 4e à peu près. Très bien. Ça, c'est le fenugrec. Hein. La poudre de fenugrec, quand elle est mélangée à de l'eau, voilà, ça donne ce solide-là. Ce sont des fibres très costauds. On va rajouter, alors ceci, c'est de la cannelle. 4 bonnes cuillères à café de cannelle. Alors, ne vous inquiétez pas, même si ça vous semble beaucoup. Mais grâce au principe actif des autres ingrédients, la saveur va s'harmoniser avec le reste et ça va être vraiment très bon. Et je vous explique un petit peu pour la cannelle. Alors qu'ici, elle va s'avérer indispensable. Et surtout la cannelle de Ceylan, pas la cannelle de Chine, hein, qui a une composition très différente avec beaucoup plus de coumarine. Enfin bon bref, la cannelle de Ceylan, c'est celle qu'on appelle la mimétique de l'insuline. Voyez. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle a 3 principes actifs, dont 2 sont vraiment arrivent à imiter le travail de l'insuline. Par exemple, on a ce qu'on appelle le cinamaldéhyde. Alors, mais c'est une molécule qui stimule les récepteurs à insuline des cellules et qui va inhiber des enzymes hyperglycémiantes. On parle ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, des alpha-glucosidases. Les alpha-glucosidases, c'est quoi? Ce sont des espèces des enzymes, donc des espèces de ciseaux à molécules. Et quand des disaccharides arrivent, des sucres complexes arrivent, elle va les couper en petits bouts pour faire des molécules uniques, de glucose unique, qui vont être absorbées directement à travers la paroi intestinale, directement dans le sang. C'est pour ça que lorsqu'on a beaucoup de ces enzymes à l'intérieur de nos intestins, eh ben, on a des pics glycémiques qui peuvent être très importants. On dit parfois que les diabétiques, c'est forcément la résistance à l'insuline. Pas forcément. Il y a aussi, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait d'autres facteurs, mais on peut être sujet à une surproduction d'alpha-glucosidases qui sont fabriquées par le pancréas, les intestins, certaines souches probiotiques et notamment des souches lactiques, qui sont dans les compléments alimentaires qui sont censés refaire la flore intestinale. Parmi la plupart de ceux-là produisent des alpha-glucosidases. Donc en fait, vous voyez, il y a un non-sens parfois. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'origine des problèmes, s'assurer que avant de donner des probiotiques, voilà, qu'il n'y ait pas un souci de cet ordre-là. Et puis, au niveau de l'intestin, c'est fabriqué par bien sûr, par des bactéries et les cellules de l'intestin à 2 niveaux, c'est-à-dire dans une partie de l'intestin grêle et dans une partie du côlon. Autrement dit, les sucres qui auront échappé au premier cycle de transformation du sucre n'échapperont pas au deuxième cycle de transformation, ce qui fait que ça peut être vraiment très important comme apport de sucre. Donc, d'où la nécessité d'avoir ici quelque chose qui va autant calmer le pancréas, qui va avoir un effet sur les cellules pancréatiques, qui va avoir un effet sur
la production d'alpha-glucosidase, qui va avoir un effet sur l'inhibition. Alors comment ça inhibe? Tout simplement parce que ces molécules vont venir se coller aux enzymes qui ne pourront plus faire leur travail. Du coup, le glucose va être acheminé vers la sortie plutôt que d'être consommé, tout simplement. Alors de plus, on a un autre principe actif dans le méthylhydroxycalcone. Alors celui-ci, comme un serrurier, il arrive à ouvrir les portes des cellules, un peu comme le resveratrol tout à l'heure. Et il fait effectivement comme le resveratrol, encore une fois, en mobilisant les transporteurs de glucose qu'on a à l'intérieur des cellules. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de ces fameux GLUT4, donc qui sont endormis chez certains diabétiques ou prédiabétiques à l'intérieur des cellules, cachés à l'intérieur, et on a besoin d'eux pour qu'ils viennent chercher le glucose aux portes des cellules pour ensuite le transporter gentiment vers les mitochondries où ils seront transformés en ATP, donc absolument nécessaire. Voilà. Et le méthylhydroxycalcone ainsi que le resveratrol savent faire ce travail-là. Vous serez étonné de voir que malgré la grande quantité de cannelle qu'on a mis, ça s'impose pas, ça se marie déjà très bien avec le reste. C'est vraiment très parfumé, mais en même temps très équilibré. Vous allez voir, vous allez apprécier. Alors, il y a un troisième principe actif dans la cannelle, c'est les proanthocyanidines. Ce sont des antioxydants très spéciaux de la famille des polyphénols. Et eux aussi, ils se lient aux alpha-glucosidases intestinales, ce qui va réduire encore plus l'absorption du glucose par les intestins. Donc vous voyez, quand on n'a pas cette porosité intestinale, ni quand on n'a pas cette surproduction, ou qu'on a cette inhibition au niveau des alpha-glucosidases, ben, on n'a pas le problème d'hyperglycémie en fait. Voilà, c'est exactement la même chose avec la confiture de dattes fermentée au levain de gingembre. C'est vrai qu'elle contient du sucre, mais à côté de ça, elle contient tellement de polyphénols et de flavonols biodisponibles que ça empêche à l'organisme d'absorber ce sucre. Finalement, il sera éliminé. Donc voilà, on a tout avantage à utiliser vraiment les principes actifs de ces ingrédients. Et on va rajouter de la chicorée torréfiée. Alors ça va avoir deux fonctions, ça va agir comme agent de texture, et puis ça va avoir un effet très intéressant sur la glycémie. Je vais vous expliquer ça. Alors déjà au niveau de notre mélange, ça va absorber une grande quantité de liquide, ça va affermir le mélange. Je vais bien mélanger pour que ça se... Et après, on va laisser reposer. Alors ici, la chicorée va avoir un rôle très important, puisque dans la chicorée, en fait, il y a une fibre qu'on appelle l'inuline. L'inuline va être transformée en butyrate. C'est un super carburant pour les cellules des intestins, ce qui va réduire la perméabilité intestinale, donc c'est très intéressant. Il faut à certaines souches probiotiques des fibres pour pouvoir faire ce travail, parce que c'est leur nourriture exclusive, sinon on les perd. Pour une moindre absorption du glucose, il faut des jonctions beaucoup plus serrées. Le butyrate permet ça. Et pour avoir ça, il faut absolument une source de fibres importante. Et là, on l'a en l'occurrence avec la chicorée. La chicorée, c'est aussi une grande source de sesquiterpènes. C'est une famille d'antioxydants. On parle de la lactucine, de l'actupicrine, de l'intibine, les substances qui sont responsables de la saveur un peu amère de la chicorée. Et ce sont des puissants inhibiteurs, encore une fois, des alpha-glucosidases. Voilà, justement, des fameuses enzymes qu'on a au niveau des intestins et qui sont fabriquées par plusieurs organes et qui font qu'on a une production de glucose qui va être après absorbée par le sang. Lorsqu'il y a fermentation de l'inuline, ça permet d'augmenter la libération d'une substance, d'une molécule qu'on appelle le GLP1, Glucagon-like peptide 1, qui est une incrétine qui stimule la sécrétion d'insuline et qui inhibe celle du glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone qui est produite par le pancréas et qui vient contrebalancer l'effet de l'insuline en fait. Ça dit au corps,
produisez du sucre. Voilà, c'est ça le glucagon. Donc ça permet d'inhiber ce glucagon qui, dans certains cas, en fait, hein, lorsqu'il y a dysfonction du pancréas, se met à fabriquer ce glucagon de façon excessive. Du coup, la production d'insuline se fait bien moindre et cela provoque aussi une hyperglycémie de ce fait-là, même s'il n'y a pas de résistance à l'insuline. On a mis du levain de gingembre, mais essentiellement le gingembre sans le jus. Alors on a dit que c'était un potentialiseur parce qu'il aide les autres à faire leur travail, mais le gingembre a ses propres fonctions hypoglycémiantes. Comment ça marche? Lui, le gingembre, il a une substance qu'on appelle le 6-gingérol, avec d'autres, vont agir sur la production de sucre par le foie. Par exemple, il inhibe une enzyme, la glycogène phosphorylase, qui agit pour transformer le glycogène en glucose au niveau du foie. Cette enzyme va être inhibée par un des principes actifs du gingembre. D'où l'intérêt d'en mettre ici. Donc on agit de plusieurs façons pour inhiber ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la production de sucre par le foie avec plusieurs principes actifs. On agit aussi sur les intestins pour inhiber l'action des alpha-glucogénases au niveau des intestins, au niveau de la production aussi, au niveau du pancréas, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs principes actifs qui vont ne donner aucune chance au glucose de s'imposer à quelque niveau que ce soit au niveau du transit. Donc là, on repart avec... je vais mettre un petit peu de chocolat dans les fonds de tarte. Alors j'ai goûté, hein, hors caméra. Je peux vous garantir que cacao et jus de levain de gingembre, c'est carrément une tuerie. Donc on se soigne en se régalant de façon absolue. Voilà. Donc vous voyez, sous l'effet du fenugrec, ça a commencé à figer. À la place des myrtilles, vous verrez dans le livre, vous avez un certain nombre de fruits fermentés. Vous pouvez très bien remplacer les myrtilles par un autre fruit. Vous trouverez les recettes dans le livre. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement remplir mes fonds de tartelette. Et après, on y mettra un petit nappage de cacao qui va bien. Il va y avoir aussi la sensation en bouche des morceaux de chicorée qui seront tendres. Donc ce sera intéressant pendant la dégustation. J'aime bien l'idée que les myrtilles soient restées entières. Une nouvelle cuillère à café, puis je vais former ça. Ça va continuer de durcir avec les fibres du fenugrec. Je veux que ça ait une belle forme. Voilà. Les fonds de tarte se sont bien durcis, hein, je vais vous montrer. Voilà, ils ont bien... voilà, on pourrait presque démouler dès maintenant, vous voyez. Et voilà. Pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère. Et je fais en sorte que... Bon, voilà, une cuillère, surtout si c'est bien bombé. Je veux pas que ça déborde. Là, je sens les parfums de tout, là. Donc avec ça, les gourmands vont pouvoir se
se régaler sans se faire de mal. Voilà, regardez ça, comme c'est beau. Ça donne envie, j'espère. Hein. Voilà. Dernière, hop. Alors souvent on me dit est-ce qu'il faut mettre au frigo, pas au frigo, tout ça. Moi j'ai pas de frigo, donc je mets jamais au frigo, ça c'est pas nécessaire. Ce dont on a besoin ici, c'est que les probiotiques qu'il y a dans les différentes préparations fermentées continuent de faire leur travail et soient bien réveillés quand on va manger ça. Donc si on met au frigo, ça inhibe, voire ça stoppe. Et les probiotiques, c'est contre-productif. Comme ça, là, bien ferme. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Hop. Voilà. Ah, au niveau des myrtilles, les principes actifs qui sont hypoglycémiants sont de la famille des anthocyanes. Alors les mêmes dont on a besoin et qui sont très pertinents lorsqu'on a par exemple une rétinopathie, une rétinopathie diabétique. Les anthocyanes impliqués s'appellent malvidine, delphinidine, voilà. Et grâce à la fermentation, voilà, on a une augmentation de 40% de la biodisponibilité de ces principes actifs. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça marche comment? Eh ben, ça agit sur les cellules bêta-pancréatiques, justement les cellules qui sont censées fabriquer de l'insuline. Mais là, ça les pousse pas à fabriquer de l'insuline, ça les protège de l'apoptose. Vous savez que quand elles sont attaquées, lorsqu'elles sont dégradées, notamment par le sucre, ces anthocyanes vont protéger les cellules bêta-pancréatiques de la destruction programmée, donc de l'apoptose, ce qui fait que voilà, il y aura une quantité suffisante de production d'insuline avec le temps pour une fonction normale de ce métabolisme. Voilà, on a tout fait. Il nous reste plus qu'à laisser reposer un petit peu et puis après déguster, mais le dessert est terminé.